Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée, on est ensemble jusqu'à 23h avec du rugby bien évidemment ce soir. Stade Toulousain qui se déplace au Stade Français Paris à Jean-Bouin et ce sera en intégralité sur Sud Radio pour clôturer cette très belle, il faut le dire, 9e journée du Top 14. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur du rugby aussi. On va pas parler que de rugby, on va aussi parler de football dans l'actu du week-end dans quelques instants. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Week-end de sport avec un petit peu beaucoup de rugby, mais pas que. Si je devais te présenter, je dirais l'homme qui va vibrer ce soir, non pas pour Toulouse, ni pour Paris, mais pour Marseille. Et ça, c'est inquiétant. Qui va avoir peur. Je sais pas si. En ce moment, on a plus peur que bref. Sauf quand on bat l'Ajax d'Amsterdam, évidemment. On salue aussi l'homme qui a un jumeau qui est beaucoup moins bon que lui en radio, mais largement meilleur que lui en rugby. Salut Adrien Abadi. Salut Alexandre, salut à tous. Je t'ai bien présenté, c'était ouais, ça va. Bon, je pense qu'on est plutôt, plutôt d'accord là-dessus. Après, Esteban est venu en studio, il s'est très bien débrouillé. Il est bon au qui je suis, Ouais, en tout c'est cas. vrai. 100% Il est bon victoire. qui je suis. Il a 100% de victoire. Il est beaucoup moins bon qui je suis. Il est même très inquiétant en ce moment. C'est Philippe. Bonjour Philippe Spanghero. Bonsoir. T'es bien accueilli, tu vois. On met les formes quand même pour t'accueillir, Philippe. Plus ou moins. Non, ça me va pas trop comme présentation inquiétant. Je trouve que le mot est dur. T'as pas trouvé un joueur hier quand même. Non, mais hier, honnêtement, le niveau était très élevé et je te l'ai dit, je remets quand même en question tes choix de joueurs. Mais on en reparlera. Mais voilà, je trouve que le constat quand même est un peu dur. 20h45, le qui je suis, est-ce que Yohan Uget gardera la ceinture ? Vous le saurez ce soir à 20h45 sur Sud Radio dans le qui je suis, qui s'annonce exceptionnel, avec un peu plus de différentes générations. Voilà, ça a été une demande de Philippe Spanghero. Si ce soir il ne gagne pas, mais là, si tu te plies à ces demandes, va y avoir des réclamations dans tous les sens. Non, ça va être terrible. non. Il n'est pas question de plier à mes demandes. Il est question de dire on est une radio qui réunit plusieurs générations. Là, ces dernières semaines, on exclut une grande partie de nos auditeurs qui ont envie d'entendre parler des joueurs des années 70, 80. Moi, j'exige qu'on ne fasse que les joueurs du Castres Olympique de 2014 à aujourd'hui. Attends, ça je l'ai déjà fait Quentin et t'as même pas été foutu de gagner, donc à partir de là... C'est normal, moi quand tu fais ça, je suis là et... Franchement, Quentin, tout est entendable en termes d'exigence. À partir du moment où tu as des cheveux, tu peux demander ce que tu veux. Parfait, je me suis pas rasé depuis longtemps, j'en ai. Ce qui est sûr, c'est qu'après ce soir, il n'y aura plus d'excuses en tout cas. Et voilà. Il est en train de te mettre la pression. Merci. Le mot de la sagesse d'Adrien Abadi qui vient replacer le débat comme l'a fait son frère hier pour s'imposer. Magnifique essai. On revivra d'ailleurs cet essai dans quelques instants sur Sud Radio. On ira aussi faire un coucou au Stade Français Paris à Jean-Bouin avec Rémi Dos Santos et Yohan Uget. Mais d'abord, rappelons les titres de l'information de ce week-end, notamment sur la planète rugby, Quentin Cavanis, mais pas seulement. Pas seulement, et oui, hier il y avait le tirage au sort de l'Euro de football et la France a évité le groupe de la mort. Les Français affronteront l'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste qui pourrait être la Pologne, l'Estonie, le Pays de Galles ou encore la Finlande. En top 14, le MHR continue de perdre. Cette fois, c'était à Bayonne, alors que l'UBB s'aligne de 3 quarts a brillé à Oyonnax pour signer le seul succès à l'extérieur de cette journée. Le Racing, malgré la défaite à Clermont, reste leader grâce à un point de bonus défensif. Castres, La Rochelle, Toulon ont gagné à la maison. En rugby à 7, déception pour les hommes, éliminés dès le premier tour du tournoi de Dubaï hier, alors que les filles ont décroché le bronze aujourd'hui face au Canada. Et pour finir, la Pro D2 avec Broncan qui a réussi sa première sur le banc de Brive avec un succès face à Mont-de-Marsan. Une journée marquée notamment par la seconde défaite de Vannes cette saison. Les Bretons qui restent tout de même leaders alors qu'il n'y a eu aucune défaite à domicile sur cette 12e journée de Pro D2. Merci beaucoup Quentin Cabanis. On vous le rappelle, il y a l'actu du week-end sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Vous pouvez d'ores et déjà voter depuis quelques heures maintenant pour déterminer avec nous quelle est selon vous l'actualité majeure de ce week-end avec le top 14, la 9e journée en 1, la Pro D2, la 12e journée en 2, le 7 avec l'étape de Dubaï, on fera le point d'ailleurs dans quelques instants, et puis enfin le tirage de l'Euro 2024 en football. Première actualité du week-end, et je le disais, ça a été un moment fort, l'essai du bonus pour le RCT Focus sur le top 14. On écoute l'essai d'Esteban Abadi commenté par Mathias Merlot.
C'est l'essai de... Ah, il me semblait qu'on avait laissé du bonus, Quentin Cabanis, numéro 16, si je ne dis pas de bêtises. Quentin Cabanis qui me dit dans l'oreille, non, c'est l'essai de Priso qu'on a. C'est l'essai du bonus, d'accord. Eh ben, oui, c'est ce que j'ai dit. On va suivre ce ballon qui n'en sort plus de ce ruck. On est patient du côté des Barrois. La cellule là qui est partie. Est-ce qu'il a marqué? Oui, il a marqué. Les Barrois, ils ont été patients. Et Pierre Mignoni qui rentre dans les vestiaires sans aucun sourire. Et pourtant Toulon qui fait le large là en infériorité numérique. Il me semble que c'est Dany Priso qui allait marquer cet essai, qui a attendu patiemment que plusieurs partenaires se relèvent pour l'aider à franchir l'embut. Ça sera un essai entre les poteaux. 43e minute de jeu, 22-5 avant la transformation d'Enzo. Alors ça, c'est pas l'essai du bonus, du coup c'est l'essai effectivement de Dany Priso. L'essai d'Esteban Abadi, lui, a été déterminant. Quentin Cabanis, carton jaune pour Quentin Cabanis qui commence bien l'heure avec des images terribles pour Quentin Cabanis. Mais on peut revivre un essai fort aussi. Tiens, c'était du côté de Oyonnax, on en parlera longtemps de cet essai de Louis Bielbiarré. Essai ou pas essai? Tiens, écoutez. Avec une tentative qui est plus dans l'axe que tout à l'heure pour Maxime Lecu. Est-ce qu'il y aura la distance? Il y aura la distance, mais cette fois ça va passer à cause des perches. Mais attention, parce que sur la réception du ballon, on a raté et va y avoir. Est-ce qu'il va y en avoir en avant dans le but? Et c'est validé pour l'UBB sur cette faute de main de l'arrière de Oyonnax. Bielbarré qui a été le plus prompt à suivre. Le ballon a été relâché par Oyonnax et Bielbarré qui arrive et qui avec une main aplatie au nez à la barbe de tout le monde. Ouais, et cet essai était-il valide vraiment pour Louis Bielbiarré? On en discutera sur Sud Radio. Je vous rappelle les résultats: victoire de Toulon donc face à Pau 36-13, de La Rochelle face à Perpignan 35-6, de Bayonne face à Montpellier 34-19, d'Oyonnax bien la défaite à domicile face à l'Union Bordeaux-Bègles 23-29, le succès bonifié de Castres face à Lyon 29-14, et puis la victoire in extremis de Clermont face au Racing 92 23-18. On va en parler de ce top 14 avec Johan Huget. Salut Johan, en direct de Jean-Bouin. Bonsoir. Pas trop froid Johan? Là vous m'avez piégé les gars. Je vous dis, vous m'avez fait un piège. Pour la première, là sincèrement je pense que ça va être très très dur, mais on espère qu'on va avoir beaucoup de jeux pour nous réchauffer en tout cas. Il y a Philippe Sanguero qui avait une question à te poser. Est-ce que tu as mis ta grosse écharpe et ton bonnet Vuitton? On n'a pas les mêmes moyens avec Philippe, donc certainement pas. J'ai pas mis ça, j'ai jamais eu ça. Et Philippe, vous savez comment? Alors je vais vous dire. Est-ce que vous savez comment Philippe, il t'écoute. Ouais, mais j'espère bien qu'il m'écoute. Demandez-lui son surnom quand on a joué en esport ensemble. Il avait un petit groupe. On les appelait les Prada. Ils étaient tous habillés en Prada. Donc c'est pas moi le mec qui porte du Vuitton. Philippe? Ah, c'est laid. C'est laid de faire un jeu d'essai comme ça. Mais bon, il était quand même pas très loin du groupe des Prada. Mais bon, moi c'était un Prado. Moi c'était Prado. Attends, mais il y avait qui dans le groupe des Prada là? Il y avait qui qu'on connaît? Mais vas-y, Philippe, dis tous les noms. Il y avait Julien Reynaud, il y avait Marc Giraud, il y avait le DVD. Il y avait le DVD. Il y avait qui y avait après Romain Sola un peu. Ils ont tous fait carrière quand même ces joueurs, Philippe. Romain Sola, Maxime Médard. Ah oui, ils ont tous fait carrière de très loin. Il fallait être en Prada pour faire carrière, on a bien compris. Ah bah apparemment. Mais il y a toujours une exception qui confirme la règle. Toujours. C'est ça. Toujours. Même si bon, t'as quand même fait une très grande carrière du côté de Carcassonne notamment avec Christian Lamitte, on en a entendu des vertes et des pas mûres. On va parler du top 14. Salut Rémi Dos Santos, comment ça va? Salut Alexandre, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, un peu froid aussi. Il paraît qu'il y avait du monde, il y a du monde sur le parvis de Jean-Bouin. C'est plein, on est à guichet fermé ce soir à Jean-Bouin, il va y avoir une belle ambiance. Très très belle ambiance pour ce match entre le Stade Français Paris et le Stade Toulousain. Revenons donc sur les matchs de la 9e journée. Comme ça là, de but en blanc, quel est le score qui vous interpelle le plus, qui vous a interpellé, intéressé? Tiens, Rémi Dos Santos, on commence par toi. Moi c'est le succès de Bayonne contre Montpellier. Le succès de Bayonne contre Montpellier. Tiens, on va revivre un essai de cette équipe de Bayonne face au MHR, c'était à Jean Daugé hier.
avec la proposition, là c'est bien fait de Nadir Mekdoud qui arrive à donner après contact à Pouraille. Oh, attention, il est pris très haut. Bastien Pouraille, monsieur Rénal qui ne dit rien avec l'animation autour de Federico Mori. Mori qui donne après contact. Ali, magnifique cet essai. Oh, il est superbe. Quel essai, quelle séquence marquée par l'ancien Rochelais Rémi Bourdeau. Quel travail de Federico Mori, mais quelle action d'envergure de la part de cette équipe de l'Aviron bayonnais sur une quarantaine de mètres. C'est le 3e essai, 25-5. Ouais, Bayonne va mieux, Johan Huget. Je sais que tu as suivi le match aussi hier. Bayonne va mieux. On a eu les mots de Grégory Pata notamment. On a montré qu'on était costaud parce que c'était un match qu'il craignait casse-gueule face au MHR. Bien sûr, c'était un match piège pour eux, donc ils ont su dominer, mais à la mi-temps il y a 13-5 si mes souvenirs sont bons, donc le match n'est pas gagné dès la première mi-temps. Ils ont fait preuve d'abnégation, d'aller chercher ce point de bonus offensif qui était très très important pour eux, parce qu'ils étaient quand même 12e à la suite avant cette rencontre-là, donc c'était très important pour eux de s'imposer. Oui, effectivement, reprendre bien avec un petit peu de positif après un début de saison qui n'était pas évident non plus pour les Bayonnais. Tiens, quel est le score qui t'intéresse particulièrement, toi, Philippe ? Moi, c'est la victoire de l'UBB sur la pelouse d'Oyo qui était assez intraitable à domicile depuis le début de la saison. Et l'UBB qui avait besoin d'aller chercher des points à l'extérieur, de se rassurer et surtout de retrouver ce caractère en deuxième période. On l'avait dit plusieurs fois. Ils avaient perdu quasiment toute leur deuxième période avec des gros trous d'air un peu inquiétants. Et puis là, au caractère, malgré à nouveau un trou d'air, une partie de la deuxième mi-temps, ils ont su aller chercher un succès très important, je crois, pour la dynamique, pour la suite de cette équipe. Oui, c'est vrai que cette victoire de l'Union Bordeaux-Bègles, je disais hier, il me semble de tête, 18 des 24 essais ont été marqués par des 3/4 depuis le début de la saison. De tête, vraiment, de l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais, hier c'est 4/4 effectivement. Est-ce que tu es impressionné toi par cette équipe de l'UBB particulièrement, Johan ? Elle monte au fur et à mesure des rencontres. Je trouve qu'elle devient de plus en plus constante, elle devient de plus en plus sereine et surtout les cadres, les internationaux répondent présents. Vous savez, c'est un match piège pour eux dans un stade Maton enneigé, un stade Maton où c'est difficile d'aller s'imposer. Et ils ont fait preuve de caractère avec les leaders qui ont répondu présents. Et c'est une belle équipe qui monte en puissance et il va falloir compter sur elle sur le restant de la saison. Ouais, c'est vrai que cette équipe de l'UBB, elle monte en puissance. Quel est, toi, le résultat, Johan, que tu veux retenir de cette 9e journée jusque-là ? On a tous fait le tour, mais je regardais aussi plus particulièrement La Rochelle face à Perpignan. Je crois qu'il y a 3-0 au bout de 20 minutes pour La Rochelle. Un match un peu piège pour eux avec un gros banc. 7-6 à la mi-temps notamment. Voilà, donc. Et après ils ont su faire, c'était notre équipe qui est rentrée en deuxième mi-temps avec les leaders sur le banc et voilà ils ont prouvé que c'était une très très grosse écurie du top 14 en s'imposant avec le bonus offensif face à une équipe perpignanaise qui était venue avec des réelles ambitions. Ouais, parlons aussi un petit peu du Loup, si vous le voulez bien. Le Loup qui sur les 5 dernières journées est à 1 victoire et 4 défaites, 6 points seulement récupérés par les Lyonnais sur les 5 dernières journées. La question, les grands paris, comme toujours sur Sud Radio, le Loup est-il invité à la lutte pour le maintien ? Est-il invité à la table ? Tu sais, quand tu arrives à un repas et t'avais pas faim, mais il y a une chaise disponible, du coup tu te sens un peu obligé de t'asseoir. Est-ce que cette table du maintien, le Loup est invité, Philippe Songuero ? Le Loup est ce soir, avant le match, je le précise bien, à la 12e position. À la table du maintien, j'y crois pas. Après, attention à la dynamique. C'est vrai que du côté du Loup, il y a beaucoup trop d'irrégularités. C'était un match important hier pour eux à Pierre Fabre. Ils sont tombés quand même sur une grosse équipe du CO. On n'a pas à noter ce résultat dans les résultats, mais c'est vrai que je fais une parenthèse sur le CO. On les caricaturait un peu sur le combat, etc. Mais depuis le début de la saison, ils sont drôlement efficaces dans la production. Donc ils sont tombés sur une grosse équipe, mais en tous les cas, ils sont sur une dynamique assez négative de défaite. Je pense que ils ont largement le potentiel et l'effectif pour ne pas prétendre à mieux que cette lutte au maintien. Mais c'est vrai qu'ils ont laissé passer des points en route
Et pour moi, il va falloir voir dans les journées qui arrivent comment se comportent Bayonne et Oyo, qui sont quand même pour moi un peu plus inquiétants que le Loup. Un peu plus inquiétant que le Loup. Tiens, on va revivre justement, tu parlais du Castres Olympique, l'essai du bonus commenté par Rémi Ruggiero. C'était un essai du bonus signé Guéroy-Guilisson. Rata l'a sauté pour Papa Palis qui va laisser, non, toujours refoulé par cette défense lyonnaise courageuse. Pour le coup, avantage en cours pour l'équipe castres qui pourra revenir tout à l'heure, pourquoi pas, pour essayer de forcer la décision. On est vraiment sur la ligne d'un but là, cette équipe tarnaise qui va pouvoir peut-être marquer cet essai et qui permettrait de faire une décision certaine. L'essai accordé au Castres Olympique. Ouais, et l'essai du bonus offensif. Est-ce que le Loup est invité à la lutte pour le maintien, Emilio Santos? Non, je m'inquiète pas trop pour le Loup, en tout cas pour l'instant. Déjà parce que comptablement, il y a quand même un gap entre Perpignan, Montpellier et les Lyonnais. Et aussi parce que je pense qu'il faut encore digérer ce début de saison et le retour des internationaux. Donc j'ai l'impression que ça prend un petit peu de temps à se faire du côté de Lyon, mais vu l'effectif, vu ce qu'ils ont montré aussi quand même sur certains matchs, je pense que cette équipe pourra monter en puissance. Par contre, ces points que tu perds depuis quelques semaines, évidemment tu les auras plus, et la course pour le top 6 elle va pas t'attendre, donc il va falloir vite se réveiller quand même. Ouais, le loup, ça va être compliqué pour le top 6, Johan. Les nouveaux staffs. Ouais. Nouveau staff avec Fabien Genbacher. Et top 6, ça va être très compliqué pour le Loup, certes, mais le maintien, au jour d'aujourd'hui, ils ont les capacités. Et on voit qu'elle se comporte bien à domicile, cette équipe de Lyon, donc il n'y aura pas de problème par rapport au maintien. Maintenant, c'est savoir s'ils vont se faire quelques crocs en jambes à domicile, et là, ça va devenir très compliqué pour eux, ça c'est sûr. Quand on regarde le classement, le Racing est leader aujourd'hui pour un petit point. Ce point récupéré hier à Clermont, 23-18, on le rappelle. Un point devant Toulon et Castres. Ces trois-là, c'est quand même donc le trio tête pour l'instant de ce championnat, avec notamment des Toulonnais très très bons. Encore une fois, face à la section paloise, si on va revivre, l'intervention de Pierre Mignoni sur notre antenne hier. Il a notamment parlé du recrutement qui a été très positif, recrutement imagé, symbolisé par Esteban Abadi. On écoute Pierre Mignoni qui était en direct hier dans Au cœur de la mêlée sur Sud Radio. C'est un peu un symbole finalement, Esteban Abadi, pour cette équipe de Toulon, j'ai l'impression. Il était capitaine aujourd'hui. Ouais, mais Esteban, il fait un très très bon début de saison sur les internationaux. Il est sur la même lancée. C'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup, et c'est une recrue auquel je suis franchement très très satisfait. Ouais. Ouais, c'est vrai que Esteban Abadi, c'est un peu le tube de ce début de saison. A-t-il un avenir international, Félix Panguero? Alors, c'est difficile à dire parce qu'à ce poste, il y a beaucoup de joueurs qui prétendent au même profil. Mais par contre, il est quand même impressionnant de régularité. On en a parlé il y a quelques semaines. Je crois que depuis le retour de sa grave blessure, il a enchaîné avec Brive et puis aujourd'hui avec Toulon. Je crois pas loin de 40 matchs. Il avait fait 50. Il avait fait 50. Et il a eu un match de repos avec Toulon, mais sinon il n'avait pas raté un match depuis 50 matchs. Alors je ne veux pas m'avancer, mais je pense que très peu de joueurs dans le top 14 peuvent prétendre à cette stat-là. Donc ça veut dire qu'il encaisse, et surtout qu'il prend de l'épaisseur avec ce rythme. Il fallait qu'il franchisse un step après le parcours à Brive. Je crois que c'est le cas aujourd'hui avec Toulon. Et puis voilà, comme la plupart des joueurs, c'est la dimension psychologique aussi qui joue. Il sent qu'il a la confiance de son staff. Le capitanat qu'on lui a laissé hier est une preuve de confiance et de responsabilité supplémentaire, et surtout il assume. Et donc je pense que comme Fabien Galtier veut quand même faire des revues d'effectifs importantes, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit convoqué prochainement, au moins dans un groupe élargi. Johan. Non, mais il a raison, Philippe, il va être convoqué sur des tournées d'été, juste pour voir le potentiel, parce qu'un très bon joueur de top 14 ne fait pas forcément un très bon international. Vous savez, on a connu beaucoup de joueurs qui étaient très performants en top 14, et puis la pression internationale, il faut savoir la gérer, la digérer. Et aujourd'hui, il va être convoqué dans les 42 certainement, parce qu'il mérite.
Il est allé se la chercher cette place, je le pense sincèrement. Mais après le step pour rentrer dans les 23, il est quand même costaud. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont encore jeunes. Donc pour l'instant je pense qu'il doit s'affirmer et confirmer en top 14. Vous savez, des joueurs qui ont fait qu'une saison au très très haut niveau en top 14, il y en a eu beaucoup. Mais de les répéter, de confirmer, c'est plus compliqué. Pierre Mignoni hier qui abordait aussi un effectif qui fait moins semblant, disait-il, un groupe de 40 joueurs qui est plus qu'un groupe d'ailleurs. Il se passe quelque chose dans cet effectif du RCT. Écoutez Pierre Mignoni. L'année dernière on avait une équipe et là moi ce que je cherche c'est d'avoir un groupe de 40 joueurs auquel les joueurs peuvent se challenger et pas être en attente toujours des uns et des autres. Donc ça c'est la première des choses. Après la pression à Toulon, c'est classique. Si tu veux pas, si tu supportes pas ça, il faut pas venir entraîner ici et encore moins jouer. Et aujourd'hui, on est uniquement sur le bon chemin. C'est pas de la langue de bois, il faut travailler dur. Il faut des mecs qui se remettent en question, il faut des mecs qui travaillent, qui fassent pas semblant. Parce qu'on a trop fait semblant à mon avis la première année en ce qui me concerne. Et là aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on fait beaucoup moins semblant. Voilà, on sent qu'il a fait passer des messages, Pierre Mignoni. Un message aussi qu'il a voulu faire passer aux supporters. D'ailleurs, l'extrait sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby a été très très largement commenté par les supporters toulonnais, mais pas que, même bien au-delà. Écoutez le message qu'il voulait faire passer aux fans varois, parce que il y a eu tout un problème en termes de communication entre la direction du club et les supporters. Et justement, il a voulu parler vrai. Tiens, un petit clin d'œil à Sud Radio. Ici, les gens, ils veulent voir des combattants, ils veulent voir des gens qui mouillent le maillot, comme on dit, mais ça suffit pas. Il faut donner beaucoup plus sur le terrain. Et puis après, la relation avec les supporters, elle est bonne. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on se parle vrai, en fait. Parce que je crois que le club aussi a fait beaucoup d'erreurs. Il faut le reconnaître. Des erreurs avec des communications, avec plein de choses où les supporters en avaient marre. Donc on s'est réunis, on a parlé, on a mis beaucoup de choses sur la table, on a fait une réunion de 3 heures qui pour moi a été bien. Et maintenant, ça suffit pas, on les revoit demain. Il faut qu'on crante des choses pour qu'on s'améliore. Donc ça va bien sûr sur le sportif, mais c'est aussi l'extra-sportif, la communication, le lien avec les gens. Voilà, tout ça, ça se construit. Voilà, c'est ensemble qu'on va le faire. L'interview vérité donc de Pierre Mignoni sur Sud Radio, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube Sud Radio avec le replay qui vous a été concocté par Adrien Abadi. Le classement donc de cette 9e journée du top 14 avec le Racing 92 leader devant Toulon, 29 et 28 points, 28 points aussi pour Castres au 3e, 27 pour Pau au 4e, 23 points. Il y a 4 équipes, 2 qui vont s'affronter dans un peu plus d'une demi-heure, c'est Toulouse et le Stade Français Paris. 2 autres équipes qui se sont imposées hier, Bordeaux-Bègles et Clermont 8e, 9e La Rochelle, 10e Bayonne, 11e Oyonnax, 12e Lyon 16 points comme Oyonnax d'ailleurs, et puis le 13e Perpignan 8 points, il y a déjà 8 points d'écart. Montpellier, Lanterne Rouge, 7 unités au total en 9 journées. Dans un instant sur Sud Radio, on va parler de Pro D2. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Yohan Uger, Rémi Dos Santos en direct du Stade Jean Bouin qui sera ce soir le théâtre de Stade Français Paris, Stade Toulousain. Ils sont dans le froid, dans la tribune presse tout en haut de Jean Bouin, où il y a souvent un vent qui est pas facile quand même, Yohan. Oui. Ton analyse, il fait moins froid, il m'a dit. Il fait moins froid, il m'a vendu un truc comme s'il faisait on était à Dubaï. Ah. Si vous m'entendez plus, c'est que les lèvres sont collées. J'ai comparé le Stade Jean Bouin au Stade de France, j'ai dit qu'il y faisait moins froid. Après, c'est comme comparer le pôle Nord et le pôle Sud. Il y en a un qui est moins froid que l'autre, mais bon, ça reste froid. Non, on est bien, on va être réchauffé par les vagues toulousaines et parisiennes qui vont beaucoup beaucoup jouer. Vous allez voir. Oui. Ça va, non, je pense qu'on va avoir un super match ce soir, effectivement. Puis il va y avoir un qui je suis exceptionnel dans un peu moins de 20 minutes maintenant. Philippe Spanghero, Yohan Uger et un auditeur qui va venir essayer de vous challenger. Ça promet donc pour ceux qui je suis. On rappelle que Yohan a la ceinture. On va parler de la Pro D2, les résultats. Quentin Cabanis. Succès de Grenoble jeudi soir face à Vannes 15-12. Vendredi, Agen a battu Colomiers 22-3. Succès de Dax face à Nevers 24-17. Valence Roman a battu Soyons-Angoulême 6-0. Aix-en-Provence s'est imposé face à Rouen 45-24. Aurillac a battu Biarritz 31-9. Entre Béziers et Montauban, score final 43-13 en faveur de la SBH. Et puis Brive a battu Mont-de-Marsan 23-16.
On va écouter Pierre-Henri Boncamp, c'était l'invité de Sud Radio dans Au cœur de la mêlée, l'un des invités, l'un des acteurs du rugby en France. Pierre-Henri Boncamp, ancien coach assistant des Wallabies durant la Coupe du Monde, coach aussi de Castres notamment. Eh bien, il est désormais à la tête de Brive. Il évoque cette première semaine, ces premiers jours avec le CAB et cette victoire face à Mont-de-Marsan. On a un groupe de joueurs valeureux, de qualité, avec aussi beaucoup de joueurs formés au club. Mais bon, voilà, il y a une grosse connexion et communion à avoir avec notre public. Et aujourd'hui, voilà, hier soir, c'était un match avec beaucoup de déchets aussi, mais je veux dire, oui, la défense, c'est une très grosse conquête hier soir de la part du paquet d'avant-brivistes, ont permis de remporter ce match, et c'est des bases dans le rugby actuel de toujours d'ailleurs importantes, et d'autant plus en Pro D2. Vous avez repris Brive. On disait, ou en tout cas que vous aviez été approché par Montpellier. Pierre, est-ce que c'est le choix que vous avez fait? C'est le choix de la Pro D2? Ou alors vous étiez déjà engagé avec Brive avant d'être sollicité par Montpellier? Non, j'étais pas engagé avec Brive avant d'être sollicité par Montpellier, mais c'est deux projets complètement différents. Voilà. Après, un peu plus de proximité aussi entre Brive et la région, le Gers. On habite dans la famille, voilà. Puis après, voilà, c'est un club qui me correspond bien. Brive, j'aime bien ce genre bien sûr, d'endroit, très rugby, très terroir aussi, et voilà, ça me correspond bien. Donc c'est un choix. Voilà, vous avez eu en gros 10 jours pour préparer le premier match. Pierre, c'est ça, non? À peu près. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en 10 jours? On resserre les boulons. On travaille essentiellement sur un peu sur l'état d'esprit, la défense. Sur quoi vous avez pu influer dans un temps aussi réduit? On a changé un peu les plannings d'entraînement, on a changé un peu les semaines types, on a commencé à s'entraîner un peu le week-end aussi, parce que cette fois des deux, on joue en semaine, on joue le jeudi ou le vendredi, et donc on peut pas se passer de s'entraîner, je dirais, le samedi ou le dimanche parfois. Et après, bon, simplement juste une philosophie de jeu un peu différente. Et on est aujourd'hui dans un rugby quand même, on le voit bien, où les défenses sont très fortes et où il faut être capable de mettre sous pression les adversaires pour obtenir des bons ballons de contre-attaque ou des bons turnovers dans des défenses justement déstructurées. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. On est loin de le réussir aujourd'hui, mais c'est une première étape qu'on a passée hier soir. Ouais. Voilà, donc Pierre-Henri Boncamp qui était l'invité de Cœur de la mêlée hier sur Sud Radio. C'est intéressant quand même ce que dit Pierre-Henri Boncamp, Philippe. Ouais, non, c'est très intéressant. En tout cas, semble-t-il, la pleine connaissance de ce qu'il faut faire à Brive. On peut lui reconnaître quand même une science du jeu particulière. Ça fait partie de ces coachs, je crois, qui connaissent le mieux ce sport et ses joueurs. Donc voilà, après, c'est sûr que il a de la matière. On se l'est dit, à Brive, il y avait un problème visiblement de message avec Patrice Colazo. Cette équipe, elle doit prétendre à beaucoup mieux. Donc l'électrochoc semble avoir eu lieu. Il y a une dose de travail qui va rajouter Pierre-Henri, qui va aussi, je pense, faire la différence. Et puis, je pense que il connaît les méthodes pour évoluer dans cette division. Et la preuve, faire le choix de ce challenge alors qu'il y avait Montpellier qui se dessinait, etc. Je pense qu'il avait envie d'être le patron et d'avoir les clés du camion parce qu'il a des idées très précises sur ce qu'il veut faire et le rugby qu'il veut pratiquer. Et puis il démarre de la meilleure des façons parce qu'il fallait vraiment inverser la dynamique du côté de Brive. Et je crois que c'est un tournant de la saison pour eux entre son arrivée et cette victoire à domicile. Ouais, c'était pour Pierre-Henri Boncamp et son équipe. Johan, t'as loupé quelque chose vendredi soir. Je te remets un petit peu dans le fil. On faisait les pronostics de Pro D2 sur la journée qui arrivait et Philippe, comme d'habitude, nous donnait donc ses pronos et il a eu une idée de génie. Il a choisi de parler de Béziers. Il a dit franchement, Béziers-Montauban, Béziers depuis le début de la saison, il m'inquiète à domicile particulièrement. Je le sens pas. Bon, après tu peux te tromper sur. Tu peux te tromper sur un prono, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Au final, effectivement, il y a eu un score assez large, puisque il y a eu 43-13. Mais en plus, tu sais quoi, Johan?
Béziers, c'est la meilleure équipe à domicile de Pro D2. Et vous savez, désormais. Le problème, c'est que maintenant qu'il est à la fédération, on peut lui parler de toutes les équipes internationales, il saura répondre, mais malheureusement, il oublie d'où il vient. C'est son problème. Mais après, c'est un bon garçon, hein, vous savez. Et là, il est tellement haut. Le livre, son bouquin qui tutoie les sommets. C'est difficile pour lui d'être vraiment au cœur de l'actualité, même en Pro D2. Il faut l'excuser, mais il va se rattraper. Philippe, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters biterrois? Des excuses parce que honnêtement ça te coûte, j'ai l'impression, hein. Ah oui. Oh là. Alors par contre, au moment où on en a parlé, où on a fait les promos, c'était pas du tout la meilleure équipe à domicile, hein. Ah, ils étaient 3e, je crois. Quand même. Ils étaient 3e, voilà. Ouais. Donc depuis cette victoire, après ils venaient de mettre 40 puntos à 3 équipes, mais bon. Non, mais bon, voilà. En tous les cas, voilà. Mais bon, ce qui est regrettable, c'est que sur ces pronos, donc il y avait 7 matchs. J'ai fait 2 erreurs, dont une, honnêtement, Valence-Soyaux, où ça s'est vraiment pas joué à grand chose. J'avais misé sur un coup de Soyaux à Valence. Bon, voilà. Après, c'est ce qu'on vit en ce moment. On stigmatise les minorités. Voilà, Philippe Spanghero qui passe de victime, pas de suspect à victime, c'est quand même très fort. Ça c'était très fort quand même, Philippe. Les résultats donc de cette 12e journée de Pro D2 et le classement quant à Cabanis à l'issue de cette 12e journée qui s'est terminée vendredi soir. Donc les résultats avec Grenoble qui a battu Vannes, Agen qui s'est imposé face à Colomiers, Dax qui a battu Nevers, Valence-Roman qui s'est imposé face à Soyaux, Angoulême, Aix-en-Provence qui a battu Rouen, Aurillac qui s'est imposé face à Biarritz, Béziers qui s'est imposé 43-13 face à Montauban et Brive qui a battu Mont-de-Marsan. Que des victoires à domicile sur cette journée. Vannes est leader devant Aix-en-Provence et Mont-de-Marsan. Ensuite, on va retrouver dans l'ordre Béziers, Nevers, Aurillac, Agen, Brive, Grenoble, Colomiers, Dax, Montauban, Valence-Roman, Biarritz, Soyaux, Angoulême est 15e, Rouen dernier avec 14 points et déjà 4 points de retard sur Soyaux, Angoulême le 15e. C'était la deuxième actu du week-end. On passe à la troisième actu du week-end. C'est le Seven, la première étape qui a été contrastée. Quentin, franchement, pour les garçons, ça n'a pas été bon du tout. Pour les filles, c'est un peu mieux quand même beaucoup mieux. Exactement. Les garçons, ça avait bien débuté hier pourtant avec une victoire large 35-0 face à la Grande-Bretagne avant de s'écrouler finalement face aux Fidji 40-5 et de perdre dans le match décisif pour la qualification face aux États-Unis 36-14. Nos Bleus donc pas qualifiés pour les quarts de finale. Aujourd'hui en match de classement, ils ont battu l'Espagne et la Grande-Bretagne. Ils terminent donc ce tournoi 9e. Pour les filles, ça s'est passé beaucoup mieux avec quand même une défaite, mais en demi-finale cette fois, c'était face à l'Australie 21-14 et l'équipe de France s'est imposée dans le match pour la 3e place face au Canada 26-5 et les Françaises qui prennent donc la 3e place de ce tournoi de Dubaï. Voilà, donc on espérait, je me rappelle, on avait fait un petit peu ce qu'on voulait pour l'équipe de France masculine et féminine. Pour les filles, on avait dit demi-finale ou finale au minimum. Il y a donc eu demi-finale et une petite finale, une 3e place, quand même une médaille de bronze, c'est quand même bien, franchement même très bien pour les filles de l'équipe de France. Pour les garçons, par contre, on est tombé de très très haut là quand même, Philippe. Une élimination comme ça en phase de poule, finale une 9e place sur 12. On est quand même loin des objectifs. C'est clair que ça lance mal la saison et puis surtout on est resté sur une dynamique la saison dernière plutôt positive où on espérait clairement mieux. Alors bon, on a de la chance quelque part, ça arrive maintenant, on est encore assez loin de l'échéance olympique parce que là maintenant on est tous focus là-dessus et là l'idée c'est la préparation et la montée en puissance pour être prêt à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est clair que c'est pas un bon démarrage et qu'il va falloir très vite rectifier le tir dès le prochain tournoi. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup des tournois, ça va extrêmement vite. C'est vrai, Johan, t'as été surpris toi? Bon, après la poule était difficile, faut quand même bien le rappeler, la poule était compliquée avec Grande-Bretagne, Fidji et USA. Elles étaient toutes aussi difficiles. Ah oui, non, mais là, maintenant, de toute façon, tout est très très compliqué. Mais cette défaite, ouais. On attendait mieux, c'est sûr qu'on attendait mieux de l'équipe de France. Sur un premier tournoi, ils sont remplis de fraîcheur, ils sortent d'une longue préparation.
Mais ça va tellement vite à 7, ils peuvent ne pas sortir de poule là, être compliqué. Et puis on a confiance à cette équipe et à ce groupe pour se remobiliser pour le prochain tournoi. Mais on est un peu déçus pour ces garçons et surtout pour l'équipe de France. Ouais, c'est vrai que en plus il y a eu beaucoup de travail effectué en pré-saison. Ça n'a pas encore payé, mais on espère que ça payera prochainement. Prochaine étape donc, la semaine prochaine au Cap en Afrique du Sud le 9 et le 10 décembre. Ce sera évidemment, vous le savez, sur Sud Radio. Ce sera la dernière étape avant que Antoine Dupont rentre un peu dans la boucle. Alors il ne devrait pas jouer à Perth, mais il est attendu pour Vancouver et pour Los Angeles en février et en mars. Voilà, donc c'était la 3e actu du week-end. La 4e actu du week-end, Quentin Cabanis, c'est du foot. Ouais. Alors il y a de la Ligue 1, mais il y a eu surtout le tirage de l'Euro 2024. Eh oui, on le sait maintenant, l'équipe de France affrontera l'Autriche dans son premier match de l'Euro 2024. Ce sera le 17 juillet à 21h. Ensuite, les Français croiseront les Pays-Bas le 21 juillet avant d'affronter le vainqueur des barrages entre la Pologne, l'Estonie, le Pays de Galles et la Finlande. Pour les autres groupes, dans le groupe A, on aura le droit à Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Le groupe B, c'est le groupe de la mort, si on peut dire. Albanie, Espagne, Croatie, Italie. Le groupe C, Angleterre, Danemark, Serbie, Slovénie. Le groupe D, c'est donc celui de la France. Le groupe E, il y aura un barragiste entre l'Israël, l'Islande, la Bosnie et l'Ukraine, ainsi que la Belgique et la Slovaquie. Le groupe F, le Portugal, un barragiste entre la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan, avec la République tchèque et la Turquie. Voilà donc pour ce qui concerne les éliminatoires, du moins les phases de poule de l'Euro 2024 en Allemagne. On va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF1. Il refuse l'idée que ce soit un groupe facile. On écoute. Du fait d'avoir eu dans le chapeau 3 les Pays-Bas qu'on connaît bien, certes qu'on a battu les 2 dernières rencontres que l'on a eues puisqu'ils étaient dans notre groupe pour la qualification, mais ça amène forcément un groupe plus difficile. Et l'Autriche aussi qu'on avait rencontré dans la poule de Nations League où ça avait été compliqué. Donc c'est un groupe dense, on connaît pas le dernier invité, mais forcément la présence des Pays-Bas de ce chapeau 3 amène un groupe qui est dense, difficile. Un groupe dense difficile donc pour Didier Deschamps, mais quand même un statut pour l'équipe de France. Tour de table de toute l'équipe Sud Radio. On commence par toi, Johan. L'équipe de France est-elle la seule véritable favorite de cet Euro 2024 ? Non, bien sûr, elle n'est pas la seule favorite. Il y a l'Allemagne, l'Italie qui a créé la surprise également, donc il va falloir faire attention. Mais on a une équipe de France qui va être revancharde de son dernier Euro et on peut compter sur elle, ça c'est sûr. Donc pas la seule favorite, mais parmi les favoris. Rémi Dos Santos. Comme Johan, pour moi c'est pas la seule favorite. Moi je vois 2 autres gros favoris avec les Bleus, c'est l'Angleterre et le Portugal. Ah, le Portugal, forcément. Le Portugal. Et l'Espagne joue au tennis. Ouais, l'Espagne ne joue pas au tennis déjà, hein. Mais l'Espagne a un groupe très compliqué et l'Espagne n'a pas le même 11 aujourd'hui que le Portugal ou l'Angleterre. Et l'Espagne a perdu Gavi en plus. Très peu de certitude aussi. Quentin Cabanis, les Bleus, grands favoris, ultimes favoris, ou ils doivent partager ce statut toi aussi? Moi je pense qu'ils partagent ce statut et avec l'Angleterre plus qu'avec un autre pays. Avec l'Angleterre. Mais l'Angleterre, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois et on est à chaque fois un peu déçu par ce qu'il propose. Ouais, mais là, cette génération, c'est maintenant ou jamais, j'ai l'impression. Alors, pour les Harry Kane et compagnie, quoi. Ouais, mais en fait, là, t'as une génération de jeunes qui a gagné dans les compétitions U20, U17, que ce soit les Euros, les Coupes du Monde, qui avait fait sa première Coupe du Monde au Qatar l'année dernière et qui devait encore apprendre, et tu tombes sur la France, donc c'est pas ridicule. Accompagné des Kane, Maguire et compagnie qui eux jouent certainement leur dernier Euro et c'est leur dernière chance. Je pense que ce groupe arrive là actuellement à maturité. Gareth Southgate, c'est pas le meilleur sélectionneur du monde et je pense que c'est le gros point faible chez eux. Malgré tout, avec l'expérience qu'il a accumulée de ces dernières compétitions, ça peut jouer à un moment. Philippe Sanguero, quel est ton avis? On va partager le statut de favori. L'Euro, c'est toujours une compétition très délicate où il y a ultra relevée. Ultra relevé, d'un format différent qu'une Coupe du Monde. Donc pour moi, on va partager le statut. Ouais, il y a l'Angleterre, le Portugal aussi, l'Italie. Je suis d'accord avec Johan, mais moi, il me tarde de voir ce premier match parce que l'Autriche a pas ce même statut, mais j'ai l'impression l'Autriche qui vient de battre l'Allemagne quand même. Mais l'Allemagne, c'est compliqué en ce moment.
Ouais, mais je crois qu'il y a quasiment 12 victoires d'affilée pour l'Autriche. Enfin, j'ai vu passer ça parce que j'ai pas suivi, vous m'en excuserez, comme le disait Johan, je suis plus à la fédération, donc j'ai arrêté de suivre l'Autriche en foot de façon assidue. mais je crois que j'ai vu passer une info disant que c'était une des meilleures dynamiques de victoire de se qualifier pour l'Euro. Pour toi, Adrien, vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec toute l'équipe Sud Radio ou tu as un avis divergent ? Non, moi je suis assez d'accord, notamment avec ce qu'a dit Quentin. C'est vrai que pour moi, l'équipe qui aujourd'hui a sa carte à jouer en plus de l'équipe de France serait pour moi les Anglais. Après c'est vrai qu'on met souvent les Anglais assez favoris en termes de football et qui déçoivent à chaque fois. Mais ils ont fait un bon Euro la dernière fois et je crois que c'est leur dernière chance, donc ils vont avoir à cœur d'aller chercher un résultat. Voilà donc pour l'Euro 2024. C'était donc les 4 actus du week-end. Dans un instant, le qui je suis. Mais d'abord le tour de table. Quelle était selon vous l'actu la plus forte de ce week-end ? Quentin Cabanis. Moi j'ai mis le tirage au sort de l'Euro 2024. T'as voté donc pour ça. Oui. Johan Huget. La médaille de bronze des Françaises à 7, messieurs, dames. Et oui, bravo aux Bleus de David Courtex. Philippe Spanghero. Ma défaite au qui je suis. La prochaine ou la précédente ? Allez. Adrien m'a dit, t'as voté pour quoi toi ? Moi j'ai voté pour le tirage de l'Euro 2024. Le tirage de l'Euro 2024 et puis enfin pour toi Rémi Dos Santos. Le tirage de l'Euro 2024 également. Alors dans un instant le qui je suis, mais d'abord quand même l'ambiance qui monte à Jean-Bouin ou pas ? Et ça monte petit à petit. Le public n'est pas encore complètement arrivé, hein. On a quand même encore pas mal de sièges vides. Mais l'ambiance est en train de monter. On a eu droit à un petit concert pendant qu'on discutait de la Pro D2 et des infos du week-end. C'était très sympa. Mais là maintenant, il commence à y avoir l'ambiance qui monte vraiment depuis les tribunes avec les tambours et tout. Mais c'est encore assez clairsemé quand même pour l'instant. Le seul truc que je comprends pas, c'est les gens qui arrivent à boire des bières avec ce froid. Je comprends pas comment ils peuvent. Ça reste frais du coup. D'accord, ok. Non mais je comprenais pas. C'est pour ça vous m'avez donné la réponse. Et l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Bien donc sûr. Faut le rappeler. Plutôt vin chaud avec ces températures, Johan Huget. Le vin chaud, c'est vrai. Un petit vin chaud et puis le planter de bâton. Mais là, on va jouer la ceinture. Hein. La ceinture, elle est en jeu dans quelques instants sur Sud Radio. Vous mettez dans les situations compliquées, dans un stade, le froid, le bruit. Écoutez, vous voulez donner la ceinture à Philippe, donnez-lui. Je sais pas moi ce qu'il faut faire. On avait dit qu'il n'y aurait plus d'excuses après ce soir. C'est terminé les excuses. Ah non, c'est terminé les excuses. Attention. Là, ça va être du très très haut niveau. Le qui je suis, c'est maintenant. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Allez, c'est comme ça qu'on se présente sur Sud Radio. Il a la ceinture, Johan Huget. Il l'a gagné avec beaucoup de brio et de classe hier. Ah ouais, franchement, tu t'es remis quand même de cette victoire ou t'as repassé le moment qu'on a eu de l'année. Je sens l'amertume de Philippe. Oh là là. Non, là. pas du tout. Non, 3-0, on peut rien dire. Non mais attends, hier tu nous as quand même envoyé un vocal en nous disant vous mettez Johan dans le confort. Bah bien sûr. Donc là, en fait, il prépare le terrain pour le jeu d'après. Vous comprenez pas, il est très très fort, Philippe. Philippe, t'as quelque chose à dire sur ça ou quoi? Non, je prépare pas le terrain. Honnêtement, j'ai été impressionné. Je connaissais la culture rugby de Johan et son amour pour ce jeu parce que vraiment, il aime le rugby et je sais qu'il l'étudie beaucoup et ses joueurs aussi. Donc, j'ai pas été surpris, mais là, vraiment, on était sur du très haut niveau. Mais honnêtement, c'est un jeu addictif. Hier soir, j'étais mal. J'ai mis 1 heure à redescendre.
Oui, non mais il faut. Alors il y a eu une demande hier de Félix Manguero, c'est qu'on aille un peu plus sur différentes générations, parce que bon, c'est vrai qu'hier j'ai fait beaucoup de joueurs nés dans les années 80, donc qui venaient d'arrêter leur carrière ou qui étaient sur la fin de leur carrière. Ça n'a pas plu à Philippe, il voulait qu'on aille un petit peu plus loin, donc on a chopé. Je suis allé chercher des joueurs jusqu'en 1930, Philippe. J'espère que ça te va. Ah ouais, non mais là après toi le problème c'est que tu sais pas faire dans la demi-mesure. T'es mais vas-y. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte qu'on vive ça tous ensemble. Est-ce qu'on accueille un auditeur, Quentin Kévenis? Pas encore. On n'arrive pas à voir notre auditeur. On n'arrive pas à l'avoir du côté de Tahiti. C'est un auditeur tahitien qui attend pourtant Quentin Kévenis. Alors on fait un tout petit peu tourner le chrono. Tiens Quentin et Adrien, je vais vous poser une question. Vous mettez les paris sur qui ce soir? Philippe. J'ai entendu Philippe, mais je vais dire Johan. Pourquoi Johan? J'ai envie de faire un 50-50, donc je vais dire Philippe pour lui faire plaisir. Voilà. Moi je suis pas dans les meilleures dispositions, messieurs, ce soir, je vous le dis sincèrement. Non mais on n'a dit pas d'excuses, Johan. Non mais je préviens déjà, je commence à vous dire, c'est pas d'excuses. Je vais répondre présent, mais dans la difficulté. Ah ben, ça n'en sera que plus beau si tu gagnes. Et oui, et donc il va y avoir bien quelques noms à trouver avec Félix Manguero, Johan Huget et un auditeur qu'on essaie d'avoir. Je vous annonce, c'est pas évident. Allons-y, il viendra la semaine prochaine. J'ai un peu plus. Il est un peu plus d'attendre. Je te pensais plus résistant à la pression, à la frustration. On va avoir donc deux phases. D'abord les demi-finales. Il va falloir donc marquer 2 points pour se qualifier pour la finale. C'est aussi simple que ça. Je suis né en 1951. Attends, mais on est parti là? Non. Tu veux qu'on parte maintenant? Non mais dites-moi, l'auditeur il est où? Je joue contre qui? Vous me l'expliquez pas? Ça va être très simple. Il y a Félix Manguero et toi pour l'instant. On n'arrive pas à avoir l'auditeur. D'accord. Vous m'avez parlé de demi-finale, donc c'est pour ça que je comprenais pas contre qui j'allais jouer. J'ai besoin de connaître mes adversaires. Et oui, non mais attends, on va probablement l'avoir dans un instant. Petit souci de lien Zoom pour tout vous dire. Voilà. Petit souci de lien Zoom. Je peux déjà vous dire que on fait la finale directe. Je peux déjà vous dire que le joueur qu'on va devoir trouver est né à Sévrac-le-Château. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Non. Bien sûr. Déjà ça commence bien. C'est à côté d'Agen, Sévrac-le-Château? Ouais. C'est dans l'Aveyron, à côté de Rodez. Oui, bon. C'est pas loin. Pas très loin. Je suis né à Sévrac-le-Château et j'ai commencé ma carrière chez les jeunes à Fleury, puis chez les adultes aussi à Fleury Olympique. Alors Fleury Olympique, ce n'est pas Fleury-Mérogis, évidemment, mais c'est dans l'Aude. L'Aude, j'aurais pu aller ensuite à Narbonne, mais non. Je suis allé à Béziers, dans le Grand Béziers, 70-86, 16 saisons à Béziers. Et alors, Philippe ? Voilà ma carrière. Armand Vacquerin. Armand Vacquerin, point pour Félix Manguero. 1-0 pour Félix Manguero. Je crois que Jérémy est là. Ah, Jérémy est là. Bonsoir Jérémy. Salut tout le monde. Il y avait un peu de décalage avec Tahiti le temps d'arriver là. Le temps d'arriver, ouais. Il nous a mis la vidéo et je le déteste. Voilà. Si vous pouvez voir sur Twitch, sur cette radio, il est face à Moria. Voilà, c'est extraordinaire. Il était avec Charles Olivon il y a quelques jours et il est désormais sur Sud Radio. Jérémy, notre auditeur, pour participer à ce qui je suis. Il faut marquer 2 points pour aller en finale. Jérémy, il y a déjà 1 point pour Philippe Sponguero. Je suis né à Toulouse. Ah bah oui, on les garde son point, bien sûr. Je suis né à Toulouse en 1981. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes à l'île Jourdain avant d'aller au Stade Toulousain. Au Stade Toulousain, je ne joue jamais chez les pros, mais j'y ai été formé. Chez les pros, je vais à Béziers, 2002-2003 à Béziers, 23 matchs. Puis à Grenoble, 2003-2005. Ensuite au Castres Olympique, 2 saisons. Johan Huget. Florian Donos. Non. Ça aurait pu, mais non. Castres, 2 saisons 2005-2007, puis Montauban 2007-2010, le Racing 92 2010-2014 et le Loup 2014-2016.
Alors, un petit indice. Je suis à Jambouin ce soir. Ouais, ça peut faire partie d'un staff. Hein. Ouais, ça fait partie d'un staff. Ouais. 81, quel poste? Yohan Ugé, Karim Ghezal. Yohan Ugé, Karim Ghezal, point pour Yohan Ugé. Et ouais, point pour Yohan Ugé. On enchaîne avec, tiens, ça c'est un joli nom, ça, c'est un très très beau nom. J'ai commencé ma carrière du côté de Decazeville. Decazeville chez les jeunes. Decazeville où je suis né. Dans l'Aveyron, exactement. Je suis ensuite allé au Stade Aurillacois 2003-2016 chez les jeunes, puis chez les pros. 2016-2019, seulement 3 saisons chez les pros avant d'arriver au Stade Français Paris. Yohan Ugé, Joris Segond. Philippe. Non, Yohan Ugé, Joris Segond. Point pour Yohan Ugé, qualifié en finale. J'avais dit Philippe. J'avais dit Philippe, putain. Yohan a dit avant, je crois. Hein. Ouais, non, Yohan a été beaucoup plus vif. Après, Jérémy est arrivé, mais il n'a pas commencé à jouer, a priori. Ouais, Jérémy, il va falloir y aller. J'ai pas pris mon café encore, les gars. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il est très tôt, il est quelle heure à Tahiti là? Ah, il fait suffisamment jour pour être réveillé. Ouais, ça va. Ouais. Allez, c'est parti. Il faut 1 point pour Philippe pour aller en finale. Il faut 2 points pour Jérémy pour aller en finale. Je suis né à Auckland en 1981. Et j'ai commencé ma carrière pourtant chez les pros à Coraznaï, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, sachez-le. À côté de Pau. À côté de Pau en Fédéral 2. Mais ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'étais extrêmement jeune, j'avais 21 ans. Je retourne en Nouvelle-Zélande à Taranaki. À Taranaki, je joue quelques saisons avant de revenir en France, au Biarritz Olympique. Une partie de saison seulement au Biarritz Olympique. Puis je vais au Saracens en Angleterre. 3 saisons. C'est là que j'explose. Philippe, réagis là. Putain, mais... Saracens, puis le Stade Toulousain 2009-2017. 2009-2017 au Stade Toulousain avant le Racing 92 et j'ai terminé ma carrière un tout petit peu dans l'anonymat pour le coup parce qu'on l'a très peu vu avec ce maillot avec l'Aviron Bayonnais en 2020. Incroyable. Je suis entraîneur des Blues d'Auckland sur l'exercice de la mêlée. Alors, j'étais un pilier. Son surnom, Sushi. Census Johnston. Census Johnston. Voilà, les qualifications pour la finale. Jérémy, t'as bien fait de venir. Jérémy sera juste venu nous mettre une petite carte postale. Jérémy, on t'a pas attendu pendant un quart d'heure en plus. Non mais en tout cas, on peut aussi signaler que Jérémy a un bob du RCT qui peut rendre jaloux Alexandre Priam, qui a un goût tout particulier pour ce style de vêtements. Moi j'aime bien les bobs. Ouais, mais eux ne t'aiment pas forcément. Non, je crois c'est une relation conflictuelle, eux et moi. Tu dois être content quand même du match du RCT, Jérémy. En ce moment, je suis content de me réveiller à 4h du matin pour les regarder. Ouais. Ça faisait quelques saisons, c'était compliqué, mais là, ça va. Je le fais avec plaisir. Bon, parfait. Merci d'être venu. Tiens, ton pronostic pour ce soir, Paris-Toulouse, avant la finale dans un instant du Qui je suis. J'espère que le Stade français va se reprendre. Le petit Stade français et bonus défensif pour Toulouse. Il est aussi bonus bon que je suis. Ouais. On en reparle tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. On enchaîne pour la finale. Première arrivée à 3 points entre Philippe Spanghero et Yohan Ugé. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Philippe? Prêt. Bouillant. Je suis né en 1988 à Wallis. Wallis et Futuna. Mais j'ai commencé ma carrière à Bourgoin-Jallieu. Yohan Ugé, Yann David. Oui. Non. Non? J'ai commencé ma carrière à Bourgoin-Jallieu 2007-2012 avant d'aller à Montpellier 2012-2013, retourner à Bourgoin-Jallieu 2013-2014, puis c'est là où j'explose, j'explose façon de parler, du côté du Stade Rochelet 2014-2021. J'ai ensuite joué à l'Aviron Bayonnais puis à Valence-Romand. Yohan Ugé, Vincent Pello. Vincent Pello, point pour Yohan Ugé. Philippe, t'es là, hein? Ouais, je suis là, mais je l'avais pas du tout là. Je suis né à Toulouse en 1987. J'ai été formé au Stade Toulousain où j'ai fait qu'un seul match chez les pros. C'était en 2007-2008. Je vais ensuite à Agen 2008-2010. Yohan Ugé, Romain Sola. Philippe. Yohan Ugé, Romain Sola.
Non. Je non, l'avais dit non, avant, c'est- putain, mais vous m'entendez pas quand je dis Philippe? Si, là, on t'entend, t'inquiète pas, on t'entend très bien. Merci Philippe, 2-0 pour Johan. Je suis né à Bagnères de Bigorre en 1941. Oula. Ouais. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes au stade Bagnéret avant d'aller à Vic en Bigorre chez les jeunes et puis finalement chez les pros c'est à Lourdes. Alors chez les pros c'est une façon de parler en première division. C'est à Lourdes que je fais 9 saisons avant de faire 9 autres saisons au stade Bagnéret. Yohan Huget, Papa Johan Huget. Philippe. Ah, Philippe. Johan avant, hein, je crois. Non, c'est pas, oui, ouais. c'est pas Papa en vente. Philippe. Jean-Michel Aguirre. Non. Alors, je vais vous donner un énorme indice. Ça va être très rapide. On m'appelait Peter Pan. Philippe. Jean Gachassin. Jean Gachassin, 2-1 pour Johan face à Philippe. Faut bien que je laisse revenir un peu dans la partie parce que sinon c'est Pourquoi Peter Pan? 1m62 donc pour Jean Gachassin. Je suis né à Bethléem en Afrique du Sud. Je pense qu'il faut le préciser. En 1984, j'ai commencé ma carrière chez les Sharks où j'ai joué d'ailleurs 10 saisons chez les Sharks 2005-2015 avant d'arriver à Montpellier en 2015 où j'ai joué jusqu'en 2021. Philippe en premier. Philippe. Bismarck Duplessis. Bismarck Duplessis. 2-2. Balle de match. Vous regardez, j'ai pas râlé quand je dis Johan et vous avez choisi Philippe. Hein, donc, Non, mais Philippe a été plus. Elle l'a dit avant. Pour le coup, c'est la balle de match. C'est la balle de match. Je suis né en 1983 en Argentine à Santiago del Estero. Yohan Huget. Oui. Juan Martin Hernandez. Non, mais t'étais proche. Il est 81, je crois, Hernandez. T'étais proche dans l'idée. Johan, j'ai cru que t'allais le trouver. J'ai commencé ma carrière au Santiago Lawn Tennis Club chez les pros, avant d'aller à San Isidro, puis d'arriver en Angleterre. C'est là d'ailleurs. Oui. Yohan Huget. Urda Pileta. Non. Oh putain. Il a 40 ans, 83. Il est plus jeune que ça, Urda Pileta quand même. Respecte-le. Je suis ensuite donc à le London Irish, c'est là où je fais vraiment sensation, 3 saisons exceptionnelles. Là j'ai dit Yohan Huget. C'est Johan. Pour moi, attends. Leguizamon. Merci monsieur, j'ai un match à faire, mais c'est Leguizamon. Merci. Leguizamon, victoire de Johan. Merci monsieur. Extraordinaire. Vous êtes des malades, je l'ai dit 2 secondes avant. Il est fou ce mec. Ce mec est malade. Merci Philippe. Écoute la chanson. La. Il invente ça au stade, hein, exprès. C'est fou. C'est juste pour toi, Philippe. Savoure. Victoire de Johan Huget qui garde la ceinture pour la 2e semaine. Bravo, Johan. De toute façon, exceptionnel. Je vais faire annuler ce jeu. Ça rapporte rien en pub, c'est catastrophique. Philippe, ton pronostic, Paris-Toulouse. Je sais pas, j'ai pas envie, vous m'avez gonflé. Allez, merci Philippe, belle soirée à toi. Dans un instant, c'est le classique Stade Français Paris face au Stade Toulousain. Jean Bouin commenté par Rémi Dos Santos et Johan Huget. À tout de suite.